je vous invite à finir de vous installer, que nous puissions commencer cette deuxième table ronde consacrée à la médecine et moi, la médecine et nous, j'imagine. En tout cas, nous, dans la figure du patient, qu'est-ce que ça va venir changer, ce dont on parle, l'intelligence artificielle, notamment autour des questions d'autonomie. Va-t-on en gagner, va-t-on en perdre, et pourquoi, et comment? C'est un peu les questions qu'on va poser à nos trois intervenants. Je vous propose qu'on commence par Sandra Cavallo, qui est professeure de philosophie, spécialiste de philosophie de la médecine, professeure de philosophie à l'université de Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, et qui va intervenir sur des éléments de peut-être dessiner le paysage conceptuel dans lequel ces questions se posent, à la fois du point de vue du point de vue philosophique, mais du point de vue sociétal aussi. Je vous passe la parole. Merci de votre présentation. Merci à l'espace de réflexion éthique de m'inviter à réfléchir aujourd'hui avec vous sur ces questions de la transformation de notre relation à notre santé et à nos modes de vie à travers la place de plus en plus importante que va prendre l'intelligence artificielle, à la fois dans nos relations avec les praticiens, les médecins, les soignants, et puis de façon plus large sur notre manière d'habiter et d'évoluer. Alors, je voudrais juste dégager peut-être 3 grands points qui me semblent être au cœur des transformations que vont susciter toutes les technologies de l'intelligence artificielle pour analyser les enjeux anthropologiques, mais aussi politiques, qui se jouent à travers l'intelligence artificielle. Donc ces trois grands points, ça va être dans un premier temps un certain type de relations qu'on appelle en général les relations du soin, mais au-delà du soin, il faut comprendre que c'est des formes de sollicitude, de soucis, c'est-à-dire des liens qui nous rassemblent et qui forment des interdépendances entre nous. Et donc comment est-ce que ces liens qui nous réunissent sous la forme donc, du soin, du souci, de la sollicitude vont être reconfigurés par l'intelligence artificielle. Le deuxième grand point, c'est sur la question de la décision. Qu'est-ce que c'est que prendre une décision et comment est-ce qu'aujourd'hui on se représente l'agent qui prend des décisions, que ce soit du côté du patient, pour le dire un peu rapidement, ou que ce soit du côté du professionnel de santé. Et puis le troisième point, c'est sur la question de la médicalisation de notre existence, ou en tout cas d'une forme de surveillance de notre existence. Alors, sur le premier point, donc, concernant le soin, j'entends le soin au sens large, de prendre soin les uns des autres. Et ce que je voudrais souligner, c'est que cette dimension du soin, évidemment, c'est une relation anthropologique fondamentale qui est d'une certaine façon irréductible, mais qui, bien entendu, va entrer dans une logique de reconfiguration à travers l'intelligence artificielle. Et donc, il me semble qu'il y a potentiellement des formes de tension qui vont s'instaurer entre des attentes que nous pouvons avoir sur la manière dont nous prenons soin ou dont on prend soin de nous, et puis des tendances qui s'avèrent déjà là et qui vont être peut-être renforcées par l'intelligence artificielle. Alors cette tension, je la présenterai à travers une logique de l'autonomie, de nos existences, de l'agent qui est aussi bien le professionnel que le patient et l'individu en général. Et cette forme d'autonomie, c'est celle qui est promue à travers le projet d'une démocratie sanitaire, c'est-à-dire quelqu'un qui peut prendre les choix concernant notamment son avenir, sa santé, de façon éclairée à travers toutes les logiques de consentement. Et ce qu'ont montré les analyses sur la constitution de cet agent autonome, de ce patient autonome, c'est qu'en fait, il servait de contrepoint à un devenir de la médecine qui est un devenir d'une médecine qui se prétend être objective, c'est-à-dire qui vise à une forme d'objectivité. Et en fait, pour que la médecine soit objective, elle a besoin de l'autonomie de la personne en face d'elle qui assume
dans l'éventail des choix possibles, celui qui lui semble le plus opportun. Alors, dans cette tension entre autonomie du patient et objectivité de la médecine, on voit bien comment est-ce que l'intelligence artificielle va renforcer cette logique qui a caractérisé déjà la modernité thérapeutique, disons, depuis au moins les années 80, du 1980, parce que, de fait, elle va renforcer cette logique du patient acteur de sa santé, sous une logique d'empowerment, c'est-à-dire du patient qui maîtrise un certain nombre de données de la prise de décision qu'il va pouvoir mener, mais en même temps avec le risque ou le coût ou le contrepoids que cette prise de décision, elle le renvoie à une forme d'hyper-responsabilité de son existence et qu'elle rentre dans une forme de mise au second plan de cette relation de soins, de soucis, de sollicitude qui fait partie aussi des attentes que le patient peut avoir vis-à-vis des soignants et plus généralement de nos modes d'existence. Cette logique ou cette tension qu'il peut y avoir au niveau du patient, on la retrouve aussi au niveau des professionnels qui vont utiliser de plus en plus l'intelligence artificielle. Et il me semble que c'est déjà des tendances qu'on voit aujourd'hui de façon forte à travers des signes de souffrance au travail. C'est-à-dire qu'il y a des grands investissements technologiques sur effectivement des améliorations dans le recueil de données, dans l'utilisation de données, dans tout ce qui est diagnostic, par exemple, dans une logique aussi de futur, qui est une logique de penser la santé de demain. Et puis, il y a des attentes en termes de présent et en termes de fonctionnement qui sont peut-être plus difficiles à honorer aujourd'hui parce qu'elles sont dans des logiques plus de lenteur, dans des logiques du quotidien, du détail. Et effectivement, il me semble que le professionnel, il se trouve aussi dans cette tension entre penser la médecine de demain et commencer à inaugurer les changements qui se dessinent et en même temps être présent par rapport aux attentes du quotidien qui sont celles de la prise en charge des patients aujourd'hui. Et ça va de pair avec une reconfiguration des métiers et une forme de nouvelle cohabitation, de nouvelles formes d'interdisciplinarité entre les technologies de l'intelligence artificielle et les métiers, disons, traditionnels du soin. Et troisième dimension sur cette question de la sollicitude, du soin versus l'autonomie qui se joue aujourd'hui à travers l'intelligence artificielle, il me semble qu'il y a aussi un point important qui est la question environnementale. Et par environnementale, j'entends la dimension socio-environnementale de nos existences, parce qu'il y a une demande de plus en plus justement de valoriser les relations sociales, mais aussi le lien avec l'environnement sous la forme d'un souci nouveau que nous partageons tous par rapport à notre environnement. Et la question, c'est de savoir comment est-ce que l'intelligence artificielle va se situer par rapport à cette question socio-environnementale, que ce soit au niveau des relations sociales dans lesquelles nous existons, que ce soit aussi à travers l'environnement, puisque un des risques, c'est que cet environnement soit aussi de plus en plus médiatisé par l'intelligence artificielle. Alors, à travers ces trois dimensions, ce qu'il me semble important de ressaisir, c'est la question de cette relation anthropologique fondamentale du care, du souci, de la sollicitude, que ce soit pour le patient, que ce soit pour les professionnels, que ce soit dans nos relations socio-écologiques, et de comprendre comment est-ce que l'intelligence artificielle reconfigure ces différents points. Deuxième grand domaine, celui de la décision. Ce qu'on comprend bien, c'est que l'intelligence artificielle va nous permettre de prendre des décisions mieux informées, avec des scénarios qui soient plus personnalisés, qui nous permettent de mieux analyser notre propre situation. Mais là encore, c'est un modèle de la décision qui repose sur une conception de l'agent autonome, sur une conception d'un agent qui cherche à optimiser ses scénarios.
Autrement dit, on est dans une logique de la performance, que ce soit pour l'agent qui essaye de prendre ses décisions, que ce soit pour un système qui essaye d'améliorer les prises de décision. Alors, évidemment, cette logique en tant que telle, elle est incontestable, mais sur quoi il faut être vigilant, c'est ce que Philippe Steiner a appelé la grande performation du système de aujourd'hui. Par performation, il veut montrer qu'il y a une transformation du système de santé qui est orientée par une logique de performance. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le modèle de la performance derrière est, à un moment ou à un autre, un modèle économique d'optimisation. C'est-à-dire que le type de rationalité privilégiée, c'est une rationalité de l'optimisation qui, effectivement, correspond à un certain nombre de paradigmes très forts aujourd'hui, mais qui, néanmoins, n'en reste pas moins pour autant un choix de valeur. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers cette logique de la performance, il y a aussi un engagement axiologique sur ce que c'est que de promouvoir tel ou tel système de santé et de défendre donc une certaine performation axiologique aussi de ce que devrait être un système de santé dans une démocratie sanitaire. Alors, face à cette logique générale, je donnerai juste 2 contrepoints qui ont été développés de façon assez importante dans le champ de la philosophie ces dernières années. Le premier point, c'est tout ce qui est autour des philosophies du care, pour montrer que le soin, le souci, la sollicitude n'est pas dans une logique de performance, mais dans une forme de disponibilité aux besoins des autres et dans une prise en charge des relations qui nous lient les uns les autres. Et puis, le deuxième champ de la philosophie qui me semble pouvoir être investi aujourd'hui, c'est toute la logique des capacités qu'il faudrait développer, capacités en termes d'éducation, capacités en termes de participation politique et capacités en termes de prise en charge de la santé. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les individus dans la pluralité de leurs choix sur la manière dont ils estiment juste de vivre leur existence. Donc, juste pour montrer qu'il y a certes une tendance, disons, qu'on pourrait appeler assez massive de cette performation qui se joue à travers le système de santé, dont l'intelligence artificielle est un des moteurs, parmi d'autres, parce qu'évidemment, il y a bien d'autres choses aujourd'hui dans le système de santé, et que ce à quoi il faut être vigilant, c'est qu'elle rentre potentiellement en conflit avec d'autres attentes, d'autres approches potentielles de ce que pourrait être le soin et la médecine. Et puis, dernier point, donc, sur la médicalisation de l'existence. Alors, cette question de la médicalisation de l'existence, elle n'est pas non plus liée uniquement à l'intelligence artificielle. C'est une tendance aussi assez générale de nos existences depuis au moins l'après-guerre. Et souvent, la médicalisation de l'existence a été analysée de façon assez négative sur une façon d'embrigader l'existence des individus dans la médecine, notamment si on pense aux approches de Michel Foucault ou de Ivan Illich. Mais en même temps, ce dont il faut bien être conscient, c'est qu'évidemment, cette médicalisation de notre existence, elle nous a apporté beaucoup de bénéfices en termes d'analgésie, en termes de durée de vie, en termes de confort de vie. Autrement dit, il ne s'agit pas d'avoir une critique, disons, un petit peu trop simpliste sur la médicalisation de notre existence. Malgré tout, il s'agit de laisser des places pour autre chose que des existences médicalisées ou des existences prises en charge par des types de surveillance ou des types de suivi et de contrôle qui seraient faits au nom de la santé ou au nom de cette performance dont je parlais tout à l'heure. Donc, quelle est l'idée ? C'est de comprendre qu'il y a toujours un risque quand il y a une forme de monopolisation à la fois du lien social et de l'existence des individus à travers un paradigme qui est celui de la médicalisation et derrière celui d'une certaine performance et qu'il est important de trouver des moyens de rééquilibrer cette tendance qui est sans doute une tendance un petit peu intrinsèque à des systèmes tels que l'intelligence artificielle et pour ça il faut des professionnels, il faut des usagers qui arrivent à participer
à la conception et au développement des structures qui vont être celles du soin de demain. Et je pense que c'est ce que va nous apporter la suite de la table ronde, c'est de montrer comment est-ce que on peut essayer de trouver des formes d'équilibre entre des risques et en même temps des lieux d'innovation qui ne sont pas seulement de l'innovation technique, mais qui sont aussi de l'innovation politique et anthropologique sur nos manières de vivre ensemble demain. Merci beaucoup à cette première intervenante d'avoir tout à fait tenu le temps, ce qui nous permettra de revenir sur plusieurs aspects de ce qu'elle apporte et pour un échange ensuite. Alors, je vais maintenant passer la parole à Stéphane Perrard, qui est directeur technique dans l'association Juralliance, une association qui s'occupe de différents établissements et services dans le secteur médico-social, si je ne me trompe, et qui va effectivement nous parler de la question de la participation, c'est-à-dire nous présenter une situation concrète et une expérience aboutie de participation de gens qui pourtant ont des difficultés importantes de communication à travers un dispositif qui leur donne une place dans l'expression de leur satisfaction. Bien, merci. Et puis, je remercie également l'Espace Éthique de nous accueillir et nous permettre de réfléchir. Merci, merci Armand. Voilà. Et puis, le débat, les débats intéressants, les productions sont riches. Voilà. Donc, ça nous donne de la matière aussi pour réfléchir, parce que on est tous quelque part un peu vulnérables par rapport à ce qui arrive. Donc, ensemble, on sera certainement plus forts. Présenter rapidement le médico-social, mais voilà, David l'a bien fait ce matin. Ce que je peux redire un petit peu très simplement, c'est que le médico-social est bien entendu connecté à la santé. Le handicap fait partie de la santé. Hein. Et l'aspect médical, le médecin s'occupe quand il y a un problème. C'est lui qui gère en niveau 1 une problématique et qui essaye, comme ça a été dit ce matin, de rendre la plus grande autonomie à la personne. Mais ensuite, quand le patient sort de l'hôpital, les questions qui nous arrivent, nous, le médico-social, c'est des questions: est-ce que je peux travailler? Est-ce que je peux avoir une vie sociale? Est-ce que je peux avoir une activité? Et ce sont les questions qui sont en face de nous. Et c'est vraiment, là, le médecin, c'est pas à lui de trouver les réponses. Et nous, on doit mettre tout ce qui est en œuvre dans la société, technique ou humain, pour essayer de rendre la plus grande autonomie et répondre à ces questions au mieux possible. Donc évidemment, avec ce qui arrive là, et le champ de l'IA et tout ce que ça comporte, il est possible qu'on soit un nouveau possible. Voilà. Donc il y a peut-être des nouvelles réponses qui arriveront, mais je partage tout à fait aussi l'idée de réguler et de faire attention, même si beaucoup de choses vont être possibles, tout n'est pas souhaitable pour autant. Donc voilà, on est bien équilibré entre tous les intervenants, mais c'était pour resituer un petit peu le médico-social. Donc on est face à vraiment des questions de vie, des questions de projet de vie, et donc on doit s'en emparer. Ensuite, donc voilà, je vais vous proposer de développer un projet qui est très concret. Voilà, c'était la commande, donc je vais y répondre. Donc ça concerne des personnes en situation de déficience intellectuelle qui ont environ 30% de nos capacités. C'est une norme, voilà, je m'excuse, mais bon, c'est pour situer, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais bon, donc ce sont quand même des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Certaines savent lire, écrire, mais pas toutes. Certaines ont un usage du numérique, à peu près 20 à 30%. Donc c'est le lieu d'expérimentation a été fait dans ce contexte-là. À peu près 80 personnes en institution, voilà, dans un des établissements de Juralliance qui en compte 21. Juralliance accueille 800 personnes en déficience intellectuelle. Donc moi, des services techniques, j'ai la mission de créer un dialogue, on va dire, entre le métier éducatif, le métier d'accompagnement et les métiers techniques, au sens large. Et d'essayer de rapprocher ces deux mondes, d'essayer qu'il y ait une plus-value en utilisant la technique au nom de l'accompagnement. J'essaye de créer une antichambre. Des fois, c'est pas évident, les langages sont pas forcément très, très simples, et donc j'essaye de créer une chambre de dialogue. Et sur le numérique, j'ai la charge du développement du numérique, tant institutionnel, les usages, mais les usages m'intéressent d'autant plus. Et je suis éducateur à la base, et je suis plutôt sur les métiers de la relation et du développement personnel, donc je n'ai aucun bagage numérique. Voilà. Même si je suis en charge du numérique, voilà, mais c'est l'usage qui m'intéresse. Donc l'idée, je me suis dit, évidemment, que je vais faire comme mes collègues, comme tout le monde, pas plus ni malin ni moins, il faut débuter par quelque chose autour de l'IA, autour du numérique. Et autour des résidents, il ne se passait pas grand-chose. Donc il y a beaucoup de choses au niveau de l'institution, mais peu au niveau des résidents. Donc je me suis dit, il faut qu'on débute par quelque chose, et il faut que je propose quelque chose au directeur.
quelque chose qui soit déjà un peu modélisé, un peu facile, et que je sois facilitateur de la démarche pour une première expérience, et voir la portée pour eux, bien sûr. Et donc j'ai choisi de travailler autour de la thématique de la consultation des résidents. Je me dis que ce serait intéressant que l'institution utilise un outil numérique, donc les bienfaits et les apports du numérique, dans le cadre du renforcement de la participation des résidents à la vie de l'institution. Donc la consultation des résidents. Comment je peux faire pour améliorer cet élément ? Car ça ne marche pas vraiment. Aujourd'hui, quand je questionne mes collègues directeurs, ils me disent qu'il nous faut 3 semaines. C'est une obligation réglementaire. Il nous faut 3 semaines. Ça ne veut pas dire grand-chose. On a énormément de mal à compiler. Et je leur en parle et ils me disent si tu peux nous trouver une solution là-dessus, bien sûr, on est preneur. Donc j'ai réfléchi, j'ai regardé ce qui se passait et je me dis voilà un vrai sujet. Ça répond à un besoin. Ça va bien dans nos valeurs de mettre le résident au cœur du développement. Je partage évidemment tout ce qui a été dit ce matin. Et je me dis, peut-être que là, il y a quelque chose à faire. Donc, j'identifie un outil de consultation en ligne qui est classique, mais qu'on utilisait dans le management des cadres. Donc, je n'ai pas été bien loin. On utilise un outil de consultation entre cadres, au niveau de la direction générale. Je le prends, puis je dis, on va regarder de faire un bout de chemin avec cet outil. Évidemment, de façon mécanique, tout le monde me le dit, mais je le sais, des personnes ne vont pas arriver à le remplir. Donc, l'idée, c'était de créer un questionnaire, que les personnes le remplissent via une tablette, smartphone ou ordinateur. Donc évidemment, là, d'un seul coup, on se dit que ce n'est pas possible. Donc évidemment, 2 solutions où on arrête, où on se dit, on compense au maximum, c'est-à-dire on peut développer un outil numérique avec un développeur, on peut arriver à travailler avec des pictogrammes, etc., pour que les personnes, ça leur parle, et puis qu'elles puissent cliquer sur des touches en digital, etc. Je pouvais aller très loin dans l'adaptation, ça allait avoir un coût, et on allait peut-être enfermer la personne. Je me dis non, on va laisser l'outil en l'état, on prend le risque, tant pis, et la compensation, quelque part, je voulais placer de l'humain dans le processus, c'est vraiment ça que je défends, et je me dis, mais est-ce qu'on ne pourrait pas renforcer l'idée que l'aide entre pairs puisse être une solution pour compenser ? C'est-à-dire que les personnes qui ne seraient pas en capacité, devant la tablette, de répondre aux questions via l'outil numérique, que ce soit des personnes du groupe, donc des personnes en situation de handicap, qui puissent aider leurs pairs. Je propose cette idée au comité, ils me disent, pourquoi pas, mais encore une fois, ça paraissait encore un petit peu obsolète, mais bon, j'ai dit, écoutez, je prends le risque de l'essai, on y va comme ça. Donc je demande des volontaires, on regarde des gens un petit peu en appétence et volontaires, donc des personnes en situation de handicap, 4 personnes se désignent, je les forme, et puis ça se passe très très bien. Ils adhèrent vraiment. Et puis après, l'idée, c'est, donc le projet part bien, et ensuite, c'est quel questionnaire, sur quel sujet ? Avec le directeur, on se dit, on va prendre le questionnaire annuel de satisfaction des résidents par rapport à ça, qui est une réglementation, il y a 9 thèmes à aborder, on prend cette thématique. Et je les sens très très bien, on en parle avec les résidents, et il y a les thèmes qui sont identifiés dans la réglementation, le transport, le repas, la qualité de l'accompagnement, mais les questions ne sont pas formulées, bien sûr. Et on se dit, mais pourquoi ce ne serait pas même les résidents qui formulent les questions pour leurs collègues ? Donc c'est un cran supplémentaire. Je fais l'expérimentation, je leur permets d'exprimer via les thèmes, et ça se passe encore une fois très très bien. Donc eux, ils ont rédigé 20 questions qui leur semblaient utiles pour la qualité de vie de l'établissement, pour renforcer leur pouvoir d'agir dans l'établissement. Ils testent le questionnaire à la fin, ils le testent eux-mêmes, je leur fais tester, voilà, vos collègues vont être face, ils remplissent, ils renseignent, tout se passe très bien. Et puis je présente encore une fois tout ça, je vais un peu vite, mais évidemment il y a énormément d'allers-retours. Et donc le jour J arrive, toutes les validations passent, on réunit les 80 personnes, une salle un peu technique, et puis par groupe de 8, les personnes passent et renseignent le questionnaire. Résultat, je vais très très vite, 100% des questionnaires ont été remplis. Aucun professionnel, on avait laissé quelques professionnels en soutien s'il y avait besoin, aucun professionnel n'a eu besoin d'intervenir. Les 4 personnes ont pu aider leur père sans fatigue, sans aucun risque. Donc l'opération s'est très bien passée. En 3 heures, on a pu consulter les 80 personnes. À 16 heures, le dernier groupe passe. À 16h01, j'appuie sur le clic, les stats sortent et on a l'enquête de satisfaction qui est réalisée. Je la pose sur le bureau du directeur. Et voilà, l'élément est très, très complet. On a fait, parce que je travaille beaucoup en interview à chaque fois qu'on fait quelque chose, on a fait tout un tas d'interviews en binôme des personnes, donc on a gardé des vidéos et tout ça, on leur a demandé comment ça s'était passé. Toutes les vidéos, tous les binômes ont exprimé quelque chose de positif. Donc ça nous a, l'opération était réussie. Et donc on a mesuré un peu après avec le temps ce qui s'était passé, parce qu'évidemment c'était assez riche. Donc on a pu mesurer que ça avait renforcé le pouvoir d'agir. Voilà. On avait utilisé l'idée du patient expert.
Donc on a fait les liens après, mais voilà, le patient expert. On a renforcé, comme je l'ai dit, la participation à la vie de l'établissement. Ça s'est fait en toute autonomie. On a développé les compétences d'utilisation du numérique, parce qu'aujourd'hui, les 80 veulent une tablette. Ils veulent tous aller au numérique. Ils veulent tous qu'on continue dans cette voie-là. Ils ont appris, ils ont vu, des fois aidé. Mais demain, c'est vraiment la vraie victoire, c'est qu'ils veulent tous un outil numérique. Donc voilà. Il y a une question d'intelligence collective, parce qu'ils se sont mis ensemble, en autonomie, sans professionnels. Alors, ce n'était pas l'idée d'écarter les professionnels, c'était de voir jusqu'où on pouvait aller. Donc, il y a l'idée aussi d'une intelligence collective, et puis la fierté, l'estime d'eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, cette solution est en train de se déployer. Alors, j'ai tout rédigé, les guides sont faits pour les professionnels. J'ai passé pas mal de temps à écrire toute la démarche, parce qu'elle est un petit peu plus complexe que je la présente là, malgré tout. Et aujourd'hui, cette démarche est en train de se propager dans les établissements. Et ces mêmes personnes qui ont été des ambassadeurs numériques dans l'établissement, je leur ai posé la question s'ils voulaient accompagner leurs collègues qui allaient. Eh ben, ils ont été volontaires. On a refait une expérience la semaine dernière. Et ce sont eux, encore une fois en autonomie, qui ont réalisé l'opération. Donc voilà, pour faire très très simple ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on va aller un peu plus loin. Et de cette première expérimentation, moi j'accompagne les prochains projets. En tout cas, l'attention que je porte, et c'est la dernière réunion avec les professionnels, on doit être capable en amont de définir quels sont les bénéfices qui vont être prévus de récupérer, mais pour les résidents. C'est-à-dire vraiment parler de bénéfices humains dans tout développement. C'est 30%. Regarder des préconisations. Quelles préconisations on pourrait faire? J'en avais fait. Je m'étais fait 2-3 préconisations pour le projet. Mais là, c'est quelles préconisations? C'est les professionnels. Je les laisse les écrire. Et puis, la technique intervient qu'à 30%. C'est-à-dire 30% de technique, 30% de préconisation, 30% de qu'est-ce qu'on cherche à développer pour les résidents. Ça me semble important. Dans cette opération, le numérique, vous l'avez compris, il n'y a aucune prouesse numérique. Le numérique, ça a été 5% de la démarche. 95% de la démarche, c'était de l'accompagnement à l'établissement. Parce que les professionnels ne croyaient pas trop, le directeur était un peu sceptique. J'ai accompagné tranquillement avec eux toute cette démarche. On a réussi, on a fait un peu une success story. Enfin, il faut toujours débuter par quelque chose qui marche. Et puis, le résultat final, c'est l'expression des résidents à dire on veut continuer. Et on veut continuer d'être consulté dans l'établissement régulièrement, parce que là, ça a été un peu ambitieux, 20 questions, etc. Mais demain, le directeur, s'il veut questionner les résidents sur une question, sur 2 questions, il reproduit. On peut mettre une tablette dans un coin de l'établissement avec une question en ligne. Chacun vient, clique son nom, et à aider ou pas, et il va répondre à une question d'usage, de développement, etc. Donc, c'est une culture qui va s'instaurer dans l'établissement. Voilà un petit peu, pour faire très très simple, très très vite, ce qu'on a expérimenté, qui se déploie et qui nous permet de modéliser. Donc, pour faire simple, pour moi, ce n'est qu'une démarche d'entraînement ou d'accompagnement de l'établissement à l'utilisation du numérique, mais avec une visée humaine. Ce n'est absolument pas du numérique pour du numérique. Voilà, ça c'était important. Et encore une fois, l'outil, on aurait pu l'adapter. Ben non, c'est bien les personnes, ça leur a obligé à faire un pas. C'est-à-dire dans le handicap, on dit bien qu'il faut solliciter, il faut toujours solliciter, aller chercher la personne et mettre la marche un peu plus haute, pas 3 marches plus haut, mais juste plus haut. Eh ben, ils ont tous réussi et demain, ils sont prêts à aller plus loin et ça a développé leurs compétences numériques. Voilà ce que je peux dire un peu sur le projet. Est-ce que j'extrapole un petit peu? J'ai encore un petit peu de temps. Voilà. Donc, ce que je peux dire un peu pour venir m'associer à ce qui s'est dit ce matin et un petit peu les grands débats. Moi, ça fait 2 ans que je regarde un petit peu le numérique. Qu'est-ce qui se passe? Je suis dans les labos, l'ANSEM, les écoles d'ingénieurs, les plateaux techniques purement d'IA, des startups. Voilà, je regarde ce qui se passe et je me dis comment on va pouvoir se les approprier et comment on va pouvoir les utiliser, encore une fois, pour remplir notre mission qui est de rendre la plus grande autonomie aux personnes. Je fais comme tout le monde, je me dis qu'il faut les prendre parce que j'identifie des vraies plus-values. Ça va vraiment ouvrir le champ des possibles et on ne peut pas, nous, interdire à ces personnes d'y accéder. On n'a juste pas le droit. Enfin, je pense que là, on n'a même pas le droit de dire oui ou non. Par contre, on a l'obligation d'encadrer, d'accompagner et puis de mettre sur l'étagère des solutions un minimum labellisées et encadrées. Donc je commence à appréhender pas mal de choses, mais autant les risques, tous les risques ont été identifiés ce matin, je partage tout ça. Je pense que par rapport à l'intelligence artificielle, en tout cas ce que moi je défends aujourd'hui, c'est que pour moi c'est qu'une intelligence de plus, elle est à côté, je la mets pas en haut, mais ça a été dit, et j'en ai pas peur quelque part, parce que pour moi c'est une intelligence de plus qui doit se combiner avec les autres. C'est-à-dire il y en a une qu'on n'a pas trop parlé, et en tout cas moi c'est quelque chose qui m'intéresse, c'est l'intelligence émotionnelle.
Et demain, s'il y a un sujet dont les professionnels vont devoir s'emparer, ils s'en emparent, et il n'y a pas de problème par rapport à l'adhésion, mais qu'il va falloir développer, je pense que c'est l'intelligence émotionnelle. Et qui va être certainement, s'il y avait une hiérarchie, à mon avis, elle va être en haut, et l'intelligence artificielle n'est qu'une intelligence technique. Quand je prends ma voiture, le moteur, il fonctionne, voilà, c'est tout. Et puis en fait, c'est ce qui se passe dans l'habitacle qui va être intéressant. Mais je ne sais pas comment fonctionne le moteur, pour autant. Voilà, donc je pense qu'il faut pas en avoir peur, parce que je crains que j'entends de plus en plus, et on l'a encore bien entendu, c'est le doute. Aujourd'hui, il y a le doute. On avance avec une technologie qu'on va adresser à des résidents, et j'ai peur du doute. C'est-à-dire que si quelque part on propose des solutions et on n'est pas convaincu de leurs bénéfices, on sait très bien que celui qui le reçoit va être impacté par ça. Notre corps va en parler, notre esprit va en parler au-delà de nous. Et donc, je dirais, il est important d'être convaincu de ce qu'on va apporter aux personnes. Et la notion de doute, je pense qu'il faut s'en méfier, autant que l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à se dissocier ou à retenir nos doutes. Alors peut-être qu'évidemment, là, on partage et on n'est pas dans un accompagnement, mais sur le terrain, je vois bien que des professionnels, je passe beaucoup de temps avec eux, ont aussi des doutes. Et je me dis, il va falloir quand même rassurer, parce que ce ne serait pas tellement peut-être éthique ou très performant, si je voudrais prendre ce mot, de proposer un sujet. C'est comme si je vous disais, buvez de cette eau, mais je ne suis pas convaincu que sanitairement, elle est potable. Et là, vous allez dire, peut-être pas la boire de la même façon, quoi. Ou que mon corps dise, je vous la donne, mais je n'ai pas envie de vous la donner. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça. Et à mon avis, pour essayer de s'en sortir, c'est de dire l'IA est une technologie avec toute la puissance, et je partage tout ça, mais il faut qu'on la maîtrise. Et derrière, comme ça a été dit ce matin, je partage bien entendu, derrière tout programme, etc., en tout cas aujourd'hui, il y a un homme. Et il faut faire évidemment attention, quelle a été l'intention du programme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les startups développent, et sans les critiquer, parce qu'ils font avec leur mental, et qu'est-ce qu'ils veulent eux, c'est que leur solution se déploie au plus grand nombre et qu'on l'utilise le plus possible. À chaque fois que j'encadre un programme, je pose des limites et je dis non, la solution ne va pas aller jusque-là, justement, pour laisser à la personne un pas. Mais souvent, ils ne comprennent pas, parce qu'ils ont la solution technique pour qu'on rend la personne passive, quelque part, intellectuellement ou physiquement. Par contre, ce n'est pas une erreur en soi de leur vue à eux, parce que comme ils sont programmés pour que leur solution se déploie, alors que nous, on est là pour que la personne fasse un pas et qu'elle soit sollicitée. Et voilà. Donc, c'est dans le programme. Et plus on laissera des personnes étrangères à l'accompagnement, à la sensibilité à l'émotion, plus on a de risques qu'on a une approche purement technophile. Et donc, à un moment donné, il va falloir intégrer dans le processus des moments clés où on va devoir s'emparer du programme. Parce qu'aujourd'hui, on voit arriver des solutions de gauche, de droite, sur le bureau des directeurs. Je veux dire que la programmation, elle est faite pour que ça se déploie au plus grand nombre. Et là, je pense qu'il y a danger. Voilà. Et donc, réguler, encadrer, peut-être labelliser. Voilà un petit peu ce que je peux dire. Je différencie, j'ai encore quelques minutes, oui. Je différencie le développement du numérique institutionnel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les data centers, tout ce qui a été dit ce matin, les algorithmes et tout ça, du développement numérique autour de la personne. C'est-à-dire qu'il va vraiment s'adresser à la personne. Pour moi, même si évidemment c'est connecté, ça se branche l'un dans l'autre, c'est pas le même monde. Il y en a un, tout ce qui est algorithme, etc., c'est le monde des experts, c'est le monde des techniciens. Et évidemment qu'il est nécessaire, et ils font un travail formidable, et il faut bien la rendre. Mais une fois que ça rentre auprès de la personne, dans le dernier mètre, et que ça va venir toucher notre quotient intellectuel, notre sensibilité, je pense que là, c'est le monde des émotions, justement. Et il va falloir que les experts s'arrêtent à un moment donné, et c'est les soignants qui seront les mieux placés pour agréger, pour finaliser ce dernier mètre, et pour dire la machine va aller jusque-là, ou l'IA va aller jusque-là, ou pas. Le danger, c'est que ce soit les experts, algorithmes et data centers qui viennent jusque vers la personne. Et je pense qu'à un moment donné, il faut dire non, là, c'est plus votre monde. Je vous remercie. On va passer d'une expérience donc à l'échelle d'un petit groupe et qui cherchait donc pas à aller jusqu'à la personne, mais lui laisser de la place pour fonctionner, mais une expérience de participation, à un questionnement sur la participation à une autre échelle, celle des associations d'usagers qui travaillent
appréhender ces nouveautés qui arrivent ou qui se profilent pour voir un peu qu'est-ce qu'a gagné l'usager ou qu'est-ce qu'il y a comme conditions à poser pour que ça ne se fasse pas à leur détriment. Donc, on va passer la parole à Gérard Perrier, qui est représentant des usagers, membre de l'association de France Association Santé Bourgogne-Franche-Comté, après l'avoir été au niveau national, si j'ai bien compris. Et particulièrement qui travaille dans un groupe de travail sur l'e-santé et qui va nous apporter le regard et les analyses que les usagers font de toutes ces évolutions. Merci beaucoup. Merci à l'EREBFC de m'avoir convié à intervenir, ce que j'ai déjà fait fin septembre d'ailleurs. Je voudrais préciser un petit peu plus que ce que vous avez dit me concernant. Je fais partie d'une très grande association de patients qui sont les personnes âgées, qui est la plus grande catégorie de patients à l'heure actuelle, puisque je fais partie de Génération Mouvement qu'on appelait les aînés ruraux. Et à ce titre, j'ai été amené à faire des tests, on peut appeler ça comme ça, avec des start-up françaises sur les robots compagnons, par exemple. Je vais partager cette expérience que j'ai eue avec quelques-uns de nos adhérents. C'est un robot compagnon développé par une start-up française dans le nord de la France. Le robot s'appelle Cutie. Et on m'a demandé de voir avec des personnes à leur domicile qu'est-ce que ça pouvait leur apporter. Quand je dis robot compagnon, ce n'est pas un robot, hein, c'est quelqu'un qui accompagne la personne. Il pouvait accompagner la personne pour appeler quelqu'un de sa famille, il pouvait accompagner la personne pour l'aider à faire la cuisine, il pouvait l'accompagner pour aller dans une salle quelconque, se déplacer, etc. Ce qui était intéressant, c'est que j'avais connu cette expérience aux États-Unis et le résultat avait été surprenant. J'ai dit, tiens, on peut essayer en France, quoique les personnes âgées ne sont pas connectées. C'est le grand principe, la fracture numérique. Et faire cette expérience, j'ai dit, tiens, ça peut apporter des idées. Alors, je pense que tout le monde connaît Hello Google, quand même. C'est-à-dire que ce n'est pas la technique qui dirige, c'est la voix qui commande. Je dis, la personne, elle n'a pas besoin d'apprendre un quelconque langage numérique ou informatique. Elle dit simplement hello machin, tu peux m'appeler mon fils au téléphone, et le robot appelle le fils. Alors c'est assez intéressant parce que ça lutte contre le déclin cognitif d'un certain sens aussi, ça lutte contre l'isolement des personnes âgées, ça lutte pour le maintien à domicile de la personne âgée, ce qui est tout à fait dans l'air du temps, à tout hasard. Et le résultat a été surprenant. Réticent à l'origine, et j'ai beaucoup de mal à trouver des personnes âgées qui voulaient bien l'avoir avec eux à leur domicile, mais ils ont gardé ce robot pendant 4 semaines, un mois complet. Mais le plus dur, ça a été de leur reprendre à la sortie. Ils ne voulaient pas le lâcher, parce qu'ils s'étaient habitués à fonctionner de cette façon-là, mais j'insiste, sans rien connaître au numérique, ni à l'informatique, ni à des tas de choses comme ça, parce qu'on a réussi à avoir un langage reconnaissable par la personne âgée. Ce n'est pas un langage de technicien, je ne suis pas philosophe non plus, mais c'est simplement des réflexions d'usage qui me sont revenues. Et ça, c'était assez intéressant, mais ça donne la porte ouverte à beaucoup de choses, parce que ce robot dont je vous ai parlé, il a évolué depuis, et il fait aussi de la téléconsultation. On est arrivé à faire de la téléconsultation. Alors, je ne parlerai jamais des cabines de téléconsultation. Il y a un fabricant en France
Il n'y en a aucune d'implantée en Bourgogne-Franche-Comté, je vous rassure, mais je fais aussi allusion à une société française qui a développé un système tout bête de téléconsultation pour la marine marchande. Parce que quand les marins partaient au long cours pour aller livrer des tonnes et des tonnes de marchandises à l'autre bout du monde, s'il y en avait un qui était malade, il y avait un énorme problème. Et là, ils ont inventé, mais il y a assez longtemps que ça existe quand même. C'était basé sur les radiofréquences, etc. Et maintenant, c'est adapté à la technique de téléconsultation. Et ils ont adapté cette téléconsultation à ce robot, ce qui permet, lorsqu'une infirmière vient au domicile de la personne âgée, de pouvoir faire une téléconsultation accompagnée. La personne n'est pas toute seule. Alors, par rapport à ce que j'ai entendu ce matin, oui, c'est indispensable, ne serait-ce que de mettre en place des infirmières de pratique avancée. C'est évidemment par ce biais-là qu'on pourra faire de la téléconsultation un petit peu plus pertinente et performante en accompagnant les personnes. Ça, c'est le premier exemple que je peux vous citer. J'ai fait partie, pour la Commission européenne, d'un groupe de travail, c'est pareil. Alors là, je vais entendre parler de certaines personnes dans la salle, je pense, sur les vêtements connectés. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Il y a un programme européen qui est pour le développement des vêtements connectés. Vous êtes bardé de capteurs tout le temps. Et où j'ai eu un bémol, c'est que une des sociétés qui était chargée de récupérer toutes ces informations n'était pas européenne. Et celle-là, j'ai dit, ah oui, et le RGPD, le fameux réglementation, voilà, pour la protection des données, ah bah oui, ah bah on n'avait pas vu ça. La Turquie, je suis désolé, c'est pas un pays européen. Ça se saurait quand même. On aurait peut-être moins de soucis. Donc cette expérience a été effectivement assez intéressante parce que quel est le problème actuellement? Alors on parle d'intelligence artificielle, c'est sûr. Moi j'ai connu, étant donné mon grand âge, un plan calcul. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un, mais c'est ça l'intelligence artificielle. C'est des capacités de calcul énormes qui vont permettre de récupérer une base de données mondiale et d'interagir, de faire interagir toutes ces bases de données. Mais le problème principal, c'est la constitution de cette base de données originale. On n'en est pas encore là. Et si effectivement je me bats contre les GAFAM, Google, Apple, etc., on a encore besoin de leur donner pour faire évoluer nos propres techniques, bien qu'on ait un plan intelligence artificielle en France. Je vous parle de tout ça parce que, étant donné ce que j'entends un petit peu partout, les personnes âgées elles sont complètement à côté de la plaque. Faux. Toutes celles qui arrivent à la retraite maintenant sont à 80% connectées. Tous les anciens retraités que je connais, beaucoup se sont connectés, formés par leurs petits-enfants, avec une tablette, pour une raison toute bête, leurs petits-enfants sont par principe maintenant à l'autre bout du monde. Ils veulent continuer à avoir des connexions avec leurs petits-enfants. On a sauté une génération. Et par la tablette connectée à tout le monde entier, là encore, la personne âgée dit tu m'appelles mon petit-fils, et la machine reconnaît, appelle le petit-fils en visioconférence. Et ça, c'est des exemples assez intéressants. Voilà. Mais il y a des limitations à tout ça. Ce que je vous ai donné tout à l'heure comme exemple du robot accompagnant, quid de la vie privée? Une des limitations que nous avons actuellement, alors on peut faire énormément de choses pour le maintien à domicile des personnes âgées. Tout le monde sera d'accord avec moi, le système de télésurveillance presse-bouton a ses limites.
Combien de fois j'ai constaté qu'une personne âgée qui avait le fameux cordon et le presse-bouton à sa portée tombait la nuit en se déplaçant pour aller aux toilettes et n'avait pas pensé à appuyer sur le bouton. Avec la maison connectée, ou avec tout ce que l'on peut imaginer, vêtements connectés et autres, on va pouvoir déterminer, ah tiens, Tartampion, la machine détecte, il n'a pas ouvert ses volets à telle heure. Habituellement, il les ouvre à 8 heures. Il est 11 heures, il ne les a toujours pas ouverts. Ça peut donner une alerte, hein. Tout dépend de la programmation. La personne, on va s'apercevoir qu'elle se dénutrit. Le jour où elle arrive aux urgences, chez mon épouse qui est dans la salle, elle sait de quoi je parle, puisque sa mère, c'est comme ça qu'on a découvert qu'elle était dénutrie. Elle était tombée avec aide ménagère, voilà, tout ce qu'il fallait, personne ne s'était aperçu. Elle achetait, mais elle jetait. Donc, la porte du frigo ne s'est pas ouverte 2 fois aujourd'hui. Qu'est-ce qui arrive à la personne? On peut pister la personne en permanence. Mais quid de la vie privée? Quid de l'éthique dans tout ça? N'est-ce pas, cher Régis? Voilà. Je pourrais vous citer pas mal d'autres exemples, mais je voudrais vous donner les 5 points où il faut absolument qu'on fasse très attention à ce que l'on fait. On vous dit que pour avoir accès à la médecine connectée, il faut que le patient soit informé et puisse comprendre ce qu'on lui a demandé, parce qu'il peut refuser. Il peut refuser, mais à condition qu'on lui explique dans des mots qu'il sache comprendre et non pas des mots techniques de quoi il est question et de quoi on parle. La garantie humaine de l'IA, de l'intelligence artificielle. Et c'est là que je reviens. J'ai failli intervenir ce matin quand j'ai entendu parler des urgences, et si on avait un logiciel qui permettait d'organiser tout ça, et je ne fais allusion à aucun fait divers actuel. Mais on a oublié, et vous avez été le premier à en parler tout à l'heure, de l'intelligence émotionnelle. Le jour où on aura fait un pas en avant dans cette intelligence émotionnelle, on pourra résoudre pas mal de cas dangereux même, dangereux. Mais on n'y fait pas assez attention. L'intelligence artificielle, je suis d'accord avec vous, c'est purement technique. C'est une base de données de calcul, avec des capacités mémoire dans toutes ces data centers qui sont énormes maintenant. Voilà. Bon, je termine rapidement. La graduation de la régulation en fonction du niveau de sensibilité des données. Mais un des grands problèmes, c'est la formation des soignants, tout azimut. Ils ne peuvent pas utiliser ces nouvelles techniques sans avoir une formation importante. Et aller dire à un médecin qu'il faut qu'il fasse de la formation permanente. J'ai pas le temps. Il va falloir qu'on y arrive. Que toutes ces applications soient compréhensibles par le commun des mortels aussi. Et que nous, usagers ou représentants des usagers, on a effectivement notre mot à dire pour faire évoluer tous ces systèmes, ces logiciels, pour que ce soit, que nous soyons partie prenante dans ces développements. Et c'est de plus en plus le cas. Voilà. Bon, je vais m'arrêter parce que je pourrais encore discuter pendant des heures. Merci. Je vous remercie. Alors, je vais peut-être vous proposer qu'on commence par quelques échanges ou quelques questions déjà entre vous trois, avant de passer la parole à la salle. Je vérifie si les micros ils sont bien placés. Voilà, ils sont prêts. Alors, peut-être déjà, est-ce que vous avez envie de vous interpeller les uns les autres? Est-ce qu'éventuellement, peut-être pour commencer, moi je vous demanderais volontiers, par exemple, dans ce que vous avez présenté concernant ces 2 expériences de robots compagnons ou de vêtements connectés, alors j'entends bien la préoccupation des usagers de la vie privée.
Mais est-ce à dire que si ça respectait, si ça n'avait pas été hors Europe et que c'était bien la réglementation RGPD qui était appliquée, du coup le problème aurait été résolu et pour les usagers ça posait plus de problème? Ou est-ce qu'il en reste des problèmes de vie privée dans ces technologies qui effectivement vont renseigner si j'ai levé mes volets, si j'ai et où est-ce que les usagers mettraient mettrait une alerte autour de faut pas aller au-delà de ça, et notamment s'agissant de personnes qui ne sont pas toujours en mesure de se rendre compte de tout ce que l'opérateur va savoir d'eux à travers ces multiples connexions qui vont les renseigner sur leur vie personnelle. Donc il y a la question de l'information et de la vie privée. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres aspects sur lesquels les usagers se positionnent en disant oui mais je sais pas moi, est-ce que si on a des robots compagnons, on n'aura pas un peu moins nos proches ou un peu moins les soignants parce que ça sera une bonne conscience de se dire oh ben ils ont déjà leurs robots. Donc d'autres formes de délaissement social par exemple qui pourraient venir. Est-ce que ça c'est des questions qui sont discutées dans les associations d'usagers, ces autres aspects des effets possibles des technologies Je vais commencer par répondre, vous verrez après si vous voulez compléter, mais oui, bien sûr, toutes ces réflexions, on les a dans nos groupes de travail, aussi bien national que local. Quelle est la place des usagers et jusqu'où on peut ne pas aller? C'est un petit peu ça. Hein, c'est comme ça qu'il faut qu'on pose le problème. La technique, elle fait ce qu'on lui demande de faire. Hein? Donc c'est à nous de mettre les bornes nécessaires, le curseur au bon endroit. Mais à nous de définir quel est ce bon endroit. Donc c'est les discussions que nous avons. On fait des grandes chartes de respect de la vie privée, etc. Oui, mais après c'est l'application qui en est faite par les développeurs de ces logiciels. Le contrôle il peut se faire a posteriori. Oui, on peut l'avoir. Mais oui, c'est la limitation. Bon, je ne peux pas répondre concrètement. Après, ce que je peux dire, en tout cas dans un cadre institutionnel, mais c'est ce que je disais, cette question doit être... C'est des garanties que l'institution doit apporter, quoi. C'est-à-dire une institution ne peut pas apporter une solution auprès d'un résident sans maîtriser tout le processus, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'il faut un projet écologique, mais pas au sens environnemental, c'est-à-dire que le projet, il doit combiner tout un ensemble. Et ce n'est pas qu'une solution qui est sur la table, qui doit être vue par la direction, mais c'est où est-ce que sont stockées les données, comment on les régule, etc. etc. Et c'est là que le secteur, enfin en tout cas aujourd'hui les directions, ne sont pas prêtes à poser ces questions et à appréhender les réponses qu'on leur fait. Parce qu'on nous fait des réponses, mais il faut pouvoir creuser. Donc il y a une question de, comme je l'ai dit, on est vulnérable par rapport à ça. Les institutions sont vulnérables parce que c'est à elles d'apporter ces garanties. En tout cas pour moi, c'est à l'institution. C'est comme un repas. Aujourd'hui, les repas sont encadrés. Hein. Je fais l'exemple simple. On ne peut pas distribuer des repas comme ça. Mais je dirais aujourd'hui, le numérique n'est pas encadré, comme ça a été dit ce matin. Et pour moi, ça, c'est une dérive. Donc, vous répondre, non, je ne peux pas répondre. En tout cas, le système, comme ça a été dit ce matin, ne verrouille pas. En tout cas. Et les directions ne sont pas à même de pouvoir donner les garanties. Voilà. Alors, ce que je peux juste dire un petit peu sur les robots, enfin, nous, évidemment, on n'en est pas là. Hein. On a la lettre A de tous ces développements, mais la question se pose. Donc, j'ai essayé d'anticiper un peu les éléments de langage et les réflexions autour de ça. Je pense qu'en tout cas, pour les personnes vulnérables et surtout avec une déficience intellectuelle, mais voilà, c'est au sens large, hein, parce que la déficience concerne beaucoup de personnes, en fait. Et donc, ce qui serait un risque pour moi, c'est que les robots prennent une apparence de plus en plus humaine, et qu'il y a un risque d'une nouvelle relation qui se crée entre un homme, hein, comme voilà, en chair et en os, et avec cette mécanique, on va dire, parce que je dis bien que c'est une nouvelle mécanique, mais tellement performante, tellement présente, et qui aurait l'apparence de plus en plus humaine, on peut commencer à avoir des problèmes de relation, c'est-à-dire on va créer une nouvelle relation, et pour moi ça c'est un risque. Et pour essayer de contrer ça, je me dis qu'un robot, il doit avoir l'apparent, et le carter, il devrait être transparent, pour vous montrer que c'est encore des électrodes, que c'est des fils rouges, bleus et verts, et puis de temps en temps, il s'arrête, quoi. À 17h, il s'arrête, il est programmé. Est-ce qu'il est programmé H24, dès que j'ouvre un œil, toc, il arrive et il me parle, ou est-ce que non, pendant X heures, il n'existe pas, et tout tient dans le programme. Donc là, je partage, mais aussi sur l'apparence qu'il a.
Donc ça, je pense qu'il faut faire attention. Et puis après, encore une fois, le programme, est-ce que le programme ouvre au social? Est-ce qu'il m'aide à me connecter à mes semblables, mais qui ne sont pas là? Est-ce qu'il m'aide à faire un exercice physique? Est-ce qu'il m'aide à mieux me nourrir? Est-ce qu'il tout ça? Quelles sont les intentions? On retombe sur tout ça, mais il va falloir maîtriser. Est-ce qu'on va maîtriser le code et la programmation pour avoir toutes ces belles intentions? Donc ça, voilà, ça c'est des vraies questions qui vont se poser. J'ai juste un élément que j'apporterai par rapport à votre question, c'est qu'il me semble important quand même de garder à la conscience le fait que les individus ont le droit de refuser. Est-ce que une mise en place d'un type d'assistance, notamment dans le cadre du soin, est-ce qu'elle va monopoliser finalement la prise en charge et les soins, ou est-ce qu'il y aura encore des modes alternatifs? Il me semble qu'aujourd'hui, il y a une demande de la part des patients d'avoir accès à différentes voies de ce qu'on appelle le soin, la manière d'être prise en charge, soignée, suivie, etc. Donc bien sûr qu'il y a une forme de monopole de la médecine dans ces dispositifs, mais si l'intelligence artificielle renforce encore plus ce monopole au point que si par exemple les gens n'adhèrent pas à ce type de relation, il n'y aura plus d'accès à des soins, par exemple, médicaux, il me semble qu'il y a une forme de danger. Donc moi, ce que je voudrais dire, c'est que le problème de l'intelligence artificielle, c'est qu'elle risque de renforcer un type de monopole. Et que les situations de monopole, elles risquent d'être contre-productives et d'entrer en conflit par structure avec ce que c'est qu'une personne humaine, sa marge de choix, et le fait qu'elle peut explorer différentes pistes dans les choix, notamment les choix de soins, de prise en charge, etc. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette dimension des alternatives et du pluralisme, alors, je ne crois pas que ce soit un problème intrinsèque à l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, au contraire, peut donner plus de choix. Mais il y a un risque qu'on rentre dans une logique d'uniformisation, de standardisation et de monopolisation, finalement, du soin. Par exemple, si le robot était considéré comme la première réponse, vous faites avec un robot et on viendra humainement vous compléter s'il y avait besoin, mais qu'il y aurait un passage obligé par le robot pour des gens qui soit le supporteraient pas, soit auraient des allergies, quel que soit leur ordre, qui pourraient être dépassées par la technique. Les allergies à parler, par exemple, ou à utiliser une interface machine, ça peut être les plus contournables, mais les allergies plus à, par exemple, ce que vous fait l'effet d'une forme humanoïde chez vous, qui n'est ni un animal, ni un humain, mais notamment une machine de plus en plus perfectionnée qui peut parler, donc ça peut être extrêmement troublant. D'autant plus qu'il me semble qu'on décrit des situations où les gens se sont expérimentés, moi je le connais plus dans le champ du handicap que des personnes âgées, mais des robots. Finalement, le robot vient tellement bien répondre à l'attente de la personne, qui vous accueille chez vous tout joyeux, avec un ton, etc. Évidemment, il n'est jamais fatigué, il n'est jamais exaspéré, il n'est jamais... Donc, il va devenir beaucoup plus agréable comme aidant que votre proche ou que le professionnel, et qu'il y aurait un risque, d'une certaine façon, à ce que le demandeur s'adresse à son robot. En plus, il a une allure sympathique, mais en tout cas parce qu'il y a une fiabilité que n'aura jamais un être humain qui, lui, va avoir ses creux. Et donc, les aidants, ils pourraient se retrouver en mauvaise posture. Je peux compléter cet aspect. Vous aviez peur de ce qu'on appelle des robots humanoïdes. Désolé, malheureusement, ils existent déjà au Japon, où la forme physique est de plus en plus proche de la forme humaine, avec des réactions relativement plus humaines que les machines automatiques qu'on a connues par le passé. Il y a un énorme risque, effectivement, de transfert, de charge émotionnelle sur une mécanique. Oui, elle existe, elle est déjà en place. Pour la protection des données, effectivement, vous avez le droit de dire « mais moi, je ne veux pas que toutes mes données soient données, alors bien sûr, à une compagnie d'assurance, mais ça, c'est le b.a.-ba, mais je ne veux pas que tel médecin, quel type de médecin ait accès à mes informations. » C'est à double tranchant. C'est à double tranchant. Ce double tranchant a été levé, à savoir qu'en cas d'urgence, c'est ce qu'on appelle le principe brise-glace,
on peut craquer, effectivement, et passer au-delà de cette interdiction pour le bien du patient. Ça existe, c'est déjà dans les textes. Mais on est en train de travailler énormément sur toutes ces questions. Ce n'est pas d'aujourd'hui, d'autant plus que notre président national de France Assos Santé est vice-président du Health Data Hub, qui est en train d'être mis en place. Et on travaille énormément sur énormément de chantiers qui sont dedans, à savoir que dans très peu de temps, on va mettre en place la e-prescription, la prescription informatique de votre propre médecin qui ira directement à la pharmacie. J'y vois aussi un intérêt, c'est que le médecin en question va avoir accès à une base de données extrêmement importante qui va l'aider à lutter contre la iatrogénie médicamenteuse. J'explique de ce mot barbare. Quand vous avez un médicament, on connaît à peu près les effets secondaires, mais l'interaction d'un médicament sur un autre, c'est un peu moins connu. Mais dans le cas des personnes âgées, où ils ont 10 spécialités minimum par jour, je ne vous dis pas où sont les dégâts. Mais ça peut apporter quelque chose, effectivement. Voilà. Tout en imaginant que ça puisse aussi passer du coup par-dessus la tête du patient qui ne la verrait pas passer ou ne l'aurait pas comme référence, cette prescription. Donc ça pose des difficultés dans les deux sens. Peut-être, qui souhaite prendre la parole, interroger les uns ou les autres de nos intervenants? La parole est à la salle. Oui, on parle des robots accompagnateurs. Dans les EHPAD, par exemple, on pourrait imaginer l'utilisation de robots qui soient au service des soignants, genre exosquelettes, qui existent dans l'armée, par exemple, et qui pourraient privilégier le contact humain, puisque le soignant resterait là, par contre soulager considérablement ce soignant qui est souvent en état de souffrance terrible, parce que la manipulation des résidents, c'est valable à l'hôpital, ça valable partout, hein. Les conditions de travail sont souvent difficiles. Est-ce qu'il existe des choses, des recherches dans ce sens-là, comme il en existe dans le domaine de l'accompagnement? Je ne sais pas qui sait répondre. Je peux répondre parce que j'ai travaillé dans ce domaine, donc effectivement, ce qu'on appelle maintenant des exosquelettes. Moi, toute ma carrière, je l'ai fait dans le monde militaire pour l'électronique de défense, donc la puce électronique, etc. Tous ces domaines, c'était ma tasse de thé. Les exosquelettes commencent à arriver dans le monde des humains normaux et pas dans le monde militaire. Il y a même des expérimentations qui sont faites dans des EHPAD pour aider les aidants des EHPAD à pouvoir prendre en charge physiquement une personne âgée qui ne peut plus se déplacer, par exemple, l'aider pour faire des transports de malades. Si seulement ça avait existé dans la profession qu'exerçait notre fille, elle n'aurait pas eu des problèmes de colonne vertébrale où elle s'est cassée 2 vertèbres en soulevant une personne. Avec un exosquelette, elle serait toujours en activité. Mais des expérimentations sont déjà en place. Moi, je peux juste compléter, mais sans parler de l'exosquelette, on les voit arriver, donc ça, je contribue. La seule chose, c'est la façon dont vous amenez votre question. Le numérique, comment il est réfléchi aussi aujourd'hui. On parle beaucoup du résident, bien sûr, mais c'est en premier aussi, moi, en tout cas, je regarde pour les soignants. C'est-à-dire comment on peut venir aider les soignants, les accompagnateurs, etc., dans leur pratique du quotidien, sur des tâches qui n'apportent aucune plus-value. Donc, essayer de faire un travail, qu'est-ce qui apporte une plus-value et pas. Peut-être le donner à la cobotique, avec l'exosquelette et au numérique, pour qu'ils puissent se recentrer sur le soin, vraiment le soin. Et comme je disais tout à l'heure, c'est développer cette intelligence émotionnelle qui manque aujourd'hui dans nos processus d'accompagnement. Donc il y a une attention, en tout cas pour les professionnels, moi je l'ai et je discute beaucoup avec eux, c'est comment on peut vous aider en fait. Comment on peut vous aider, et ensemble, on regarde ce qu'ils peuvent déléguer,
ce qu'ils ne peuvent pas déléguer, comment ils peuvent se recentrer sur leur cœur de métier. Donc oui, votre question, c'est comment aider. Mais oui, enfin, en tout cas, moi je le regarde comme ça. Et en premier, c'est les soignants qui, on le sait bien, dans le système de santé ou même le médico-social, on a une problématique RH forte de fatigue, d'épuisement, etc. Ça, on le connaît tous. Mais comment ça peut être aussi une solution pour eux? Et donc une solution qu'on apporte aussi à la direction. Quand je parlais d'écologie du système tout à l'heure, c'est ça. C'est que ça apporte une réponse globalement à l'institution. C'est pas juste rentrer par une porte, c'est vraiment avoir une démarche globale. Alors une solution va apporter plus à un niveau ou à un autre, mais c'est vraiment une écologie de la solution. Et, voilà. Et recentrer le professionnel sur son cœur de métier d'accompagnement, je pense que c'est là qu'il y a quelque chose. Et pour moi, c'est pour ça que l'IA doit être restée bien à sa place dans des choses où on n'apporte pas de plus-value en tant qu'humain. Donc voilà. Et par contre, remettons de l'humain là où il en faut. On a parlé de la fin de vie, on a parlé d'éléments difficiles. Et donc les professionnels l'identifient très très vite où ils peuvent être, où ils doivent être, et où ils peuvent déléguer. Assez vite, quand on les accompagne et qu'on prend du temps, ils peuvent assez vite, eux, identifier là où on peut bouger un petit peu les lignes. Et donc c'est comme ça qu'il faut voir, à mon avis, ces technologies, parce qu'il faut les utiliser pour leur plus-value au bon endroit, et remettre de l'humain là où il y en a peut-être, où il en manque et où il n'y en a peut-être pas assez. On pourrait presque ajouter que dans le champ du handicap, il y a peut-être aussi des endroits où l'interface machine, personne accompagnée va être aidante parce que la personne est en difficulté avec l'humain. Je pense au champ de l'autisme en particulier, où il y a quand même là des expériences qui sont intéressantes sur la façon dont des choses sortent. Il y a par exemple des logiciels qui aident la personne à penser son projet de vie. Donc à la fois à un petit personnage qui va montrer un certain nombre de possibilités, ce qui va aider la personne d'abord à imaginer quelque chose d'autre que ce qu'elle connaît, ce qui peut être un problème quand il y a une déficience intellectuelle où souvent les aspirations des gens sont rivées à ce qu'ils connaissent déjà ou sont lestés de tout ce qu'on leur a déjà dit qui n'était pas pour eux, dans leur famille ou dans leur vie antérieure. Donc ça ouvre des possibles, et puis ça peut faire que je suis dans une interaction avec une machine, et donc là, j'ai pas le regard de l'éducateur, j'ai pas le regard de mes parents, j'ai pas le regard de... Donc un certain nombre de choses se lâchent aussi dans des souhaits qui auraient peut-être été censurés avant, ou qui auraient peut-être été... Donc je crois qu'il y a un potentiel de la machine, quand elle est bien utilisée, qui est tout à fait intéressant pour la personne elle-même, pour se recentrer sur la personne, parce que la question de l'aidant est peut-être moins l'objet de la table ronde présente que celle de l'intéresser lui-même, ce qu'il y gagne ou ce qu'il y perd dans ses appareillages. Concernant ce que vous avez dit un peu plus tôt, par rapport aux relations avec les robots et au fait que le robot serait peut-être plus agréable que l'aidant proche, moi ça me questionne un petit peu dans le sens où, en tant que personne qui demande quelque chose, dans les relations, on ne demande pas forcément que de la bonne humeur, d'être assuré, d'être agréable. Et du coup, ça me pose question dans le sens où qu'est-ce qu'on recherche réellement dans les relations humaines. Et pour répondre à ça, je vois deux possibilités que peut-être les robots ne pourraient pas apporter. C'est tout d'abord qu'on ne cherche pas seulement... le robot pourrait apporter le côté rassurant et agréable de la conversation, mais peut-être pas le côté intérêt personnel. Et ça laisse aussi supposer qu'une conversation, elle se fait à deux. Et du coup, ça laisse supposer que quand la personne va parler à son robot, elle attend que le robot lui réponde par rapport à elle-même. Mais il y a un peu une vision d'enfermement sur soi-même si ce que la personne cherche dans le robot, c'est simplement être assuré, avoir des réponses à ses questions, avoir une petite conversation, etc. Donc voilà, c'est pas très clair ce que je dis, mais je pense que oui, voilà, ça me questionne sur le fait que est-ce que vraiment on peut considérer ça comme un risque, le fait que le robot soit plus agréable qu'une personne, parce que est-ce que ce qu'on recherche dans une relation avec quelqu'un, c'est simplement une conversation agréable, quoi. Voilà. Alors, du coup, c'était un petit peu une remarque que j'avais faite. Est-ce que quelqu'un d'abord veut réagir sur ce thème-là parmi vous ? Alors, je sais pas, moi, j'aurais pas généralisé sur le fait que les gens veulent simplement, que les gens en général qui seraient utilisateurs des robots ne chercheraient que de la bonne humeur ou que et se détourneraient. Mais enfin, on voit que des études ont été faites et ont montré ça. Donc ça ne veut pas dire que ça remplit tout le champ de qu'est-ce qu'ils attendent d'un robot. Et on montrait aussi qu'il y a des personnes qui disaient, mais finalement, je suis beaucoup plus à l'aise de demander à mon robot plein de trucs que de demander à un proche parce que je ne suis pas dépendant.
Et du coup, vis-à-vis de la machine, je peux lui demander ce qu'on veut. C'est mon serviteur muet, enfin muet ou parlant, mais en tout cas, je ne suis pas dans un rapport de dépendance et je préfère avoir un robot qui m'apporte ma tasse de café plutôt que d'être toujours obligé de demander à un proche, avec le côté pénible de déranger l'autre. Donc, il y a plein de domaines dans lesquels ça peut m'arranger ou m'embêter que ça soit humain. Et bien sûr, la conversation, je pense que quand même, elle va être pas tout à fait la même, y compris s'il était bien nourri, ce robot, de tous mes goûts et autre chose. C'est pas pour autant qu'on pourrait penser, par exemple, que le robot, il aurait du mal à être très créatif dans la conversation. Peut-être qu'il peut me rappeler que j'aime bien cette musique et me la proposer que je l'écoute, mais pourra-t-il deviner comment évoluent mes goûts ? Je ne sais pas si c'est imaginable. Donc, c'est pas pour dire qu'il n'y aurait pas de limite, pas du tout, ma remarque en tout cas. Moi, ce qui me semble important dans votre question, c'est justement de montrer la place respective, d'une part, des relations qui me semblent constitutives de notre identité, parce que fondamentalement, nous sommes des êtres de relations. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même une difficulté aujourd'hui, si on prend les personnes âgées, etc., sur des formes d'isolement qui sont aussi très violentes et très agressives. Et donc, effectivement, il ne faudrait pas croire que les robots sont des solutions à ce genre de problème, parce que la relation qu'on a à un robot, justement, elle est d'une autre nature. Elle est utile. Donc, évidemment, il ne faut pas négliger les sources d'utilité, mais elle ne se substitue pas à ce qui relève d'une dimension du sens, ou aussi des émotions, etc., qui ne pourra jamais être remplacée par la relation qu'on a avec un robot. Donc la question, c'est un petit peu d'arriver à situer, hiérarchiser les types de relations dont on a besoin à une personne. Et ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, certainement, qu'il y a une difficulté pour un certain nombre de personnes en situation d'isolement, et il ne faudrait pas croire que les robots vont apporter une solution. Ça renvoie à ce que vous disiez sur le type de relation qu'on peut avoir à un robot, mais cela dit, aujourd'hui, on voit que les écrans n'ont pas besoin d'être humanoïdes pour être fascinants et pour happer une quantité d'énergie, de temps et d'attention extrêmement importante dans nos vies, nous qui sommes actifs, en bonne santé, etc. Je pense que c'est un effort de situer les relations et d'arriver, effectivement, je pense qu'il y a un moment, ça se fait dans le monde du travail, de se dire qu'à un moment, il faut arrêter d'utiliser de la messagerie, d'être dans ce genre de relations avec des outils qui, en fait, happent notre attention et nous rendent indisponibles pour d'autres formes de relations. Donc, j'ai l'impression que c'est un problème général, en fait, qui implique de revaloriser d'autres formes de relations. Et c'est un petit peu tout ce qu'essayent de faire aussi bien les philosophies des capacités que les philosophies du care, d'essayer de nous rendre attentifs à la relation. Et de comprendre que ça passe par des formes d'interdépendance qu'il faut que nous acceptions. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement les personnes en situation de handicap, de vieillesse, etc., qui sont dépendantes, c'est que nous aussi, nous sommes dépendants. Et ça, il faut qu'on arrive à l'intégrer. Et c'est là où je vois une espèce de tension entre deux modèles anthropologiques, le modèle de l'autonomie, de l'agent rationnel, et puis, de l'autre côté, le modèle de l'agent fragile, vulnérable, dépendant. Et je crois qu'il y a des choix de société derrière qui sont faits. Et la question, c'est est-ce qu'ils sont posés au niveau politique ou est-ce qu'ils passent à travers une logique purement d'optimisation, d'économie, etc. Et dans ce cas-là, c'est un problème politique pour moi. On va peut-être passer la parole à la personne qui souhaitait intervenir. Je voulais faire un complément. Tout à l'heure, parce que ça fait un moment qu'elle demande. Mais allez-y donc, Monsieur Perrier. Oui. Je voulais faire un complément par rapport à votre question et en rapport direct avec votre question. Le robot, on lui a appris quelque chose, il répond de la façon dont on lui a appris à répondre. Ça s'appelle le deep learning, c'est-à-dire c'est la programmation à l'origine. Mais à savoir que les robots maintenant, ils sont adaptés avec les pratiques de la personne, avec les mots de la personne. C'est ce qu'on appelle le machine learning. La machine apprend à vous connaître et à répondre en fonction de votre connaissance et en fonction de vos habitudes. Ça, c'est une grosse évolution. Ce n'est pas simplement une machine en face de vous que vous allez avoir. Vous allez avoir une machine qui vous connaît peut-être mieux que vous et qui répond en fonction de vos attentes. C'est un petit peu différent de l'origine. Voilà. Excusez-moi. Oui. Alors voici ma question, elle est un peu spéciale. Je me demandais quelle était
la mesure dans laquelle l'intelligence artificielle peut être à la disposition des usagers. On a beaucoup parlé de la relation de l'usager avec le système de santé, donc le point de vue des soignants, le point de vue des institutions. Mais moi, je me disais, en tant que simple usager, dans quelle mesure cette intelligence artificielle va pouvoir me servir? Par exemple, on parle de l'aide à la prise de décision. Est-ce que, avec ces nouveaux outils, on peut avoir, par exemple, une meilleure information que ce qu'on a sur Doctissimo, je ne devrais même pas le citer, pour pouvoir comparer de façon très fiable des options médicales qui nous sont proposées? C'est très difficile de prendre une décision et moi, en tant que représentant des usagers aussi, je pense que viser l'autonomie du patient, c'est vraiment très important. Tout à l'heure, vous avez parlé de le modèle de l'agent autonome. Moi, c'est ça que je voudrais traiter là. Et on parle de empowerment, c'est-à-dire donner aux gens le pouvoir de faire les choses que l'on fait d'abord d'habitude pour eux. Dans quelle mesure est-ce que ça peut être utile? Par exemple aussi, est-ce que les informations seront plus fiables, que l'on trouvera autrement? Est-ce que c'est un accès à une information ou pas? Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire. C'est déjà pas mal. Donc l'accès à l'information et les éléments de décision, d'aide à la décision. Qu'est-ce qu'il veut répondre? Alors, moi, ce que je voulais dire, c'est que, bien sûr, ça aide à la décision, dans le sens où ça va pouvoir vous donner accès à plus d'informations, à aussi des scénarios, qui vont pouvoir être établis sur un certain nombre de cas, et vous allez pouvoir voir des possibilités à la suite de telle ou telle décision. Donc, sous ce paradigme-là, oui, c'est une aide à la décision. Ce que je veux dire derrière, c'est que c'est un certain type de décision. C'est une décision qui passe par du go ou no go, c'est-à-dire que c'est des choix et à chaque fois je suis imputable de mon choix. Il me semble qu'il y a d'autres modèles aussi des choix de vie, de la décision, qui ne sont pas forcément toujours sur une logique de l'optimisation, de la performance, et que c'est des choix qui sont co-construits où la question c'est plutôt de renforcer le désir, l'agentivité. Je fais référence ici à une étude qui a été faite pour des personnes avec des déficiences intellectuelles du type Alzheimer. Et en fait, ce qui importait, c'était pas tellement le résultat du choix, mais c'était d'avoir envie de choisir. Et il me semble que parfois, on est un petit peu étouffé par tellement d'informations, tellement de responsabilités, tellement de possibles, mais finalement assez contingents. Et peut-être que ce qui manque, c'est la motivation, une forme de courage, une forme de prise de risque. Et j'ai l'impression que ça, c'est un autre modèle de décision. Hein. En philosophie, on appelle ça des formes d'éthique de la vertu, de développement de soi, etc. Et donc, ce que je veux dire, c'est que derrière, en fait, il y a vraiment des modèles anthropologiques qui sont mis en œuvre, et ils le sont malheureusement de façon souvent très implicite. Et donc, on les subit parce qu'une fois que les technologies sont là, on rentre dans une certaine logique qui nous oblige à être cet individu-là. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres possibilités d'être des personnes que celles-ci. Et ce genre de débat me semble peu présent parce qu'il y a une incitation à la performance, au choix technique, à une logique économique, etc. Donc moi, ce qui me semble important, c'est de comprendre que derrière, il y a des choix de société, il y a des choix de vie. Et je comprends bien une logique générale, mais dans ce cas-là, de dire que ce n'est pas notre vérité, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs manières de faire et peut-être de laisser de la place pour d'autres manières de faire. Techniquement, les solutions, comme ça a été dit ce matin, elles peuvent nous permettre d'arriver à une prise de décision éclairée. En tout cas, vous rentrez des données à un moment donné et ça vous donne un résultat. Encore une fois, c'est de la mécanique, c'est tout simple. Mais, encore une fois, il faut que ce soit un système qui garantit, c'est-à-dire comme ça a été dit. Aujourd'hui, enfin en tout cas, moi je n'en connais pas, et il faut être prudent sur comment va être orientée les intentions du système. Donc voilà, je réponds peut-être tout simplement. Mais je crois que dans les décisions, en tout cas, la façon dont je regarde l'accompagnement des personnes et les personnes, comment les aider à choisir. Hein. Vous avez bien compris que l'intention, c'est de développer des outils pour les aider à choisir. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire en première intention. Il y a deux choses à croiser. Et je vais parler comme si c'était pour nous, c'est toujours plus facile, comme si c'était nous en situation de. Quelle est mon autonomie vis-à-vis de ma santé ?
quelle est mon autonomie vis-à-vis de ma santé, est-ce que je peux comprendre des informations, est-ce que je peux agir sur ma santé. Voilà. Donc ça, il y a déjà beaucoup d'informations et c'est un niveau qui me semble important d'identifier et d'encadrer. Et ensuite, quel est mon projet de vie? Parce que si mon projet, c'est de faire le tour du monde en bateau, alors que j'ai une perte d'autonomie, c'est pas pareil que si je veux juste être à Besançon, pouvoir aller voir des amis, aller à la MJC, etc. C'est pas pareil. Les réponses vont pas être les mêmes. Donc je crois qu'aussi, il faut regarder le projet de vie autant que le projet de santé et croiser ces deux éléments. Enfin, je sais pas si ça répond, mais en tout cas, c'est pas avoir qu'une vue médicale. Parce qu'obligatoirement, le projet de vie a son impact. Bien sûr, c'est la première pierre. C'est la première pierre. Il touche bien sûr tous les autres aspects de la vie bien sûr, quotidienne. Bien sûr, mais nous, on voit bien qu'un projet d'une personne il est en milieu rural ou il est en ville, les réponses d'assistance technique ou autre vont déjà être différentes, rien que sur cette notion-là. Donc c'est bien le projet de vie qui est en cause, qui est là. Oui, enfin, voilà. Il y a peut-être un autre niveau d'approche, même si on se décentre un petit peu du médical, mais qui était un prolongement. Vous avez évoqué un petit peu à table, quand on préparait, le fait que le travail que vous avez réalisé, si j'ai bien compris, donc leur fait mieux exprimer, et plus par leurs propres moyens, leur degré de satisfaction sur toute une série de questions du cadre de vie d'accueil, mais que ça, c'est repris aussi après dans le Conseil de la vie sociale. C'est-à-dire qu'il y a l'échelle de l'expression individuelle qui est facilitée par la médiation de l'outil, mais il y a, et la présentation des résultats qui est donc beaucoup plus rapide et qui pourrait visualiser, mais il y a aussi l'échelle du travail collectif qui peut être fait ensemble sur comment on remédie, je ne sais pas moi, si l'enquête de satisfaction a dit on mange mal dans cette structure, ou elle a dit les chambres ne sont pas confortables, enfin, je ne sais pas ce qui ressortait, mais en tout cas, ce qu'aurait pu être exprimé de problématiques pourrait donner lieu à un travail de résolution collectif dans une enceinte comme le Conseil de la vie sociale, et non pas chacun renvoyé à ma propre satisfaction, j'ai dit ça, donc on répond à ma demande, ou non, mais en tout cas pris comme des atomes, en quelque sorte, individualisés, alors qu'il y a du collectif aussi dans un collectif de vie. Je vais essayer de compléter par rapport à votre question d'origine. Vous avez déjà entendu parler des patients augmentés. Je crois que c'est quand même d'actualité. Et grâce effectivement à l'intelligence artificielle, les patients augmentés pour une problématique redondante, appelons ça comme ça, il en sait parfois plus déjà que son médecin traitant. Et le dialogue entre le médecin traitant et le patient a été rompu il y a quand même quelques années. Ça revient à la surface. Mais grâce à l'intelligence artificielle, deux choses. Le patient augmenté sera encore plus augmenté. Il aura beaucoup plus d'informations sur son propre cas et les cas similaires. Et deux, le médecin va gagner du temps pour maintenir cette relation de discussion avec son patient, parce qu'il aura été aidé. C'est un petit peu ça la réponse que je peux vous faire. C'est peut-être ça. Non. Oui, alors bon, j'ai été vite tout à l'heure. Bien sûr, l'enquête de satisfaction n'est qu'une étape. Après, avec un travail de fond pour l'institution, d'orienter les orientations stratégiques de l'institution. C'est bien une matière, un terreau, mais il vient vraiment du public, des personnes accueillies, avec leur expression authentique. Et après, évidemment, il y a du travail en sous-groupe, par thématique, qui se met en place, bien entendu. Et les CVS, mais aussi l'ensemble. Et aussi, il faut savoir, quand on consulte un ensemble de personnes, j'ai parlé d'intelligence collective, l'intelligence collective, c'est un concept, et qui se décline dans beaucoup d'éléments. On appelle ça la sagesse des foules. Quand un groupe sait qu'il va être consulté individuellement sur une question, on est surpris. Il y a une connexion collective qui se met en place pour aller se rejoindre sur une solution, orienter les réponses, que ce soit qu'il y a une connexion ou pas entre les personnes, parce que cette solution, je pourrais tous vous l'envoyer ce soir individuellement, et le numérique nous permet ça, vous allez le remplir tranquillement ce soir chez vous, sans forcément que vous alliez vous parler. La puissance du numérique, je l'ai fait vite tout à l'heure, mais peut aller jusque-là. Et si vous regardez un peu ce qui se passe autour de la sagesse des foules, et le numérique nous permet de consulter un grand nombre de personnes, et c'est étonnant de voir les résultats, et c'est une richesse pour moi, pour les directeurs, pour pouvoir orienter le soin, l'orientation stratégique d'un établissement pour que ça réponde concrètement aux personnes. Parfois, on voit des établissements qui développent une activité, mais qui n'est pas forcément en phase avec les personnes accueillies.
La seule chose que je pourrais dire tout à l'heure avec l'accompagnement et de la question, par rapport à l'interaction avec un robot, bien entendu, c'est un appauvrissement. Hein, la relation avec un robot est un appauvrissement. Et ce qui est développé au niveau de l'accompagnement des personnes, faut savoir que c'est dans l'interface. Quand on se regarde face à face, on reçoit beaucoup plus d'informations et c'est là que notre cerveau se met en route et grandit. Et quand il n'y a pas cette face-à-face avec un être humain, et on en voit par les yeux, comme ça a été dit un peu par Axel Kahn ce matin, on s'enrichit. Par contre, il faut que ce face-à-face existe. Parfois en institution, l'humain, quand il intervient dans la sphère du résident, il réalise des actes logistiques. C'est-à-dire, il n'y a plus ce regard dans les yeux. Et c'est là que ça pose aussi un problème, et c'est ce que je disais. Est-ce qu'on ne peut pas transférer les actes qu'il réalise et qu'à un moment donné, le soignant s'assoit en face du patient et qu'il y ait justement ce regard qui se regarde dans les yeux et qui se passe tout ce qui se passe pour entretenir intellectuellement ce qu'on appelle relation. Mais la relation, ça se fait dans le regard. On se construit dans le regard de l'autre. Parce qu'aujourd'hui, souvent, le soignant, il a une activité logistique et il passe très très vite dans la chambre et il ne regarde presque plus Voilà. Je voulais juste redonner ce complément. Ça me semble... Voilà, sans doute, et je sentais mon voisin impatient de compléter. Mais je vous propose qu'on s'arrête là pour laisser de la place à la dernière table ronde de l'après-midi. Merci beaucoup pour vos interventions respectives.